Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à Au-dessus de nos têtes, ces capsules d'astronomie interactive en direct qui ont lieu toutes les 2 semaines sur le Facebook d'Espace pour la vie. Donc, je m'appelle Myriam Latulippe, je suis astronome et je travaille comme animatrice scientifique au planétarium Rio Tinto Alcan. Aujourd'hui, je suis accompagnée de mon fidèle collègue Maxime Pivin-Lapointe, concepteur et éducateur scientifique au planétarium, qui est là aujourd'hui à la technique. Bonsoir Maxime. Salut Myriam, comment ça va? Ça va bien, toi? Yes, ça va très bien, merci. Parfait. Alors, aujourd'hui, donc, pour ceux que c'est la première fois qu'ils se joignent à nous, donc, toutes les 2 semaines, on se donne rendez-vous sur le Facebook d'Espace pour la vie en direct, mais vous pouvez évidemment nous réécouter par la suite en rediffusion. Mais ce qui est intéressant lorsqu'on écoute en direct, c'est que vous pouvez nous poser vos questions en commentant sur la vidéo. Donc, il y a notre collègue Martine, qui travaille à Espace pour la vie, qui va filtrer vos questions, qui va nous en rediriger certaines pour qu'on puisse y répondre en direct, ou parfois elle va y répondre elle-même dans le fil de discussion. Et si jamais on n'a pas le temps de répondre ce soir à vos questions, demain ou dans les prochains jours, je fais toujours un tour des commentaires pour être sûr que tout le monde a eu réponse à ces questions. Alors, maintenant que c'est dit, donc aujourd'hui, cette semaine, le thème de notre capsule, c'est Mercure, l'ultime destination Soleil. Alors aujourd'hui, on a décidé de vous parler de Mercure parce que ces jours-ci, c'est un bon moment pour l'observer dans le ciel. Donc, on va comprendre un peu, de un, pourquoi est-ce que Maxime et moi, on a appelé Mercure l'ultime destination Soleil. Et on va voir aussi pourquoi est-ce qu'il y a certains moments qui sont plus propices pour observer Mercure dans le ciel, tandis que des fois, non. Donc, alors, on va se lancer. Donc, pour commencer, laissez-moi vous partager mon écran. On va aller voir de quoi a l'air le ciel de ce soir. Donc, comme toujours, j'utilise ici, c'est une représentation du ciel grâce au logiciel Stellarium, qui est un logiciel gratuit que vous pouvez télécharger même en français pour mettre sur votre ordinateur. Et ça nous permet de représenter le ciel étoilé de n'importe où sur Terre, à n'importe quelle date, n'importe quelle heure. Alors aujourd'hui, donc sur mon écran ici, donc j'ai le ciel sur Terre à Montréal et nous sommes bien le 21 janvier. Donc là, c'est le ciel de en ce moment, donc à 19h03 et on regarde vers l'ouest. Mais en ce moment, 19h, il fait déjà assez nuit dehors, mais moi, ce que je veux vous montrer, c'est ce qui se passe juste après le coucher du soleil. Donc, on va remonter un tout petit peu dans le temps. Pour faire ça, je vais aller dans l'option ici. Donc, on va reculer un petit peu dans le temps. Donc, un peu après le coucher du soleil. Donc, comme vous pouvez voir ici, alors juste après le coucher du soleil, si on regarde vers l'ouest, donc vers où le soleil s'est couché, on peut observer un point brillant ici qui nous apparaît dans le ciel et qui va en fait être la planète Mercure. Donc, Mercure, on ne peut pas la voir tout le temps dans le ciel. Donc, c'est une planète qui va toujours être près du Soleil. Donc, on ne va jamais la voir en plein milieu de la nuit, très, très haute dans le ciel. Elle va toujours être relativement basse à l'horizon. Donc, soit le soir, juste après le coucher du Soleil, ou le matin, juste avant le lever du Soleil. Eh bien, ces jours-ci, donc, on peut voir Mercure juste après le coucher du soleil. Donc, on peut l'observer si vous avez un horizon sud-ouest dégagé. Vous arrivez à la voir pour environ une demi-heure après le coucher du soleil. Donc, environ dès 17h30 jusqu'à 18h, on peut la voir. Et si on regarde, par exemple, demain, donc elle va être un petit peu plus haute dans le ciel pour la même heure. Et même chose la journée d'après, parce que le 23 janvier, donc ça va être la journée la plus propice ces temps-ci pour observer Mercure, parce que c'est là qu'elle va être le plus loin du Soleil dans le ciel de notre point de vue de la Terre. Donc, je vais revenir plus tard là-dessus avec des petites illustrations pour mieux vous expliquer ça. Mais donc, le principe, c'est que
le 23 janvier. Donc, ça va être une bonne journée pour observer Mercure. Elle va être au plus loin du Soleil, donc ce qui est bien parce que ça nous donne plus, si elle est trop près du Soleil, bien, le Soleil, il va nous éblouir et on pourra pas, il y aura trop de lumière dans le ciel, on ne pourra pas observer Mercure. Ici on augmente la date, c'est pas vraiment ça le mot, mais j'arrive pas à le trouver. Donc, si on continue, mais éventuellement, Mercure, elle va être là, mais vous pouvez voir la lumière du Soleil va être de plus en plus envahissante. Donc, pour bien la voir, il faut attendre un peu plus tard et Mercure, elle va être plus basse à l'horizon. Donc ça, c'est Mercure qu'on peut observer dans les prochains jours après le coucher du Soleil. Donc, revenons à aujourd'hui. Une autre chose que je voulais vous montrer, c'est que ces temps-ci, juste après le coucher du Soleil, en début de soirée, donc soit autour de 17h, 18h, 19h ou plus tard, dans les prochains jours, on peut très bien voir la Station spatiale internationale qui fait quelques passages dans le ciel, donc au moins un par jour en début de soirée. Et aujourd'hui, il y en avait un particulièrement beau, sauf que je ne sais pas pour vous d'où vous êtes présentement dans le Québec ou ailleurs dans le monde, mais nous ici, de Montréal, eh bien, il y avait de la neige, donc il y avait des nuages qui nous masquaient le passage de la Station spatiale. Alors, je vous propose de le regarder pour voir de quoi il avait l'air ce passage qui était aujourd'hui à 18h, à 18h03. Et plus tard, je vais vous dire les heures et lorsque vous pourrez voir d'autres passages de la Station spatiale plus tard cette semaine. Donc, comme ça, on va regarder ensemble une représentation de quoi ça va avoir l'air et vous pourrez facilement la repérer par vous-même dans le vrai ciel dans les prochains jours. Alors, pour bien la voir, donc le passage d'aujourd'hui était vers le sud-ouest. Je vais dézoomer un petit peu pour bien voir le ciel. Et il commençait à 18h03. Donc, je vais avancer un peu le temps. Et voyons voir. Alors, j'ai allumé ici l'option satellite. Donc, je vais avancer un petit peu le temps pour voir si elle apparaît. Alors, vous voyez le petit point qui est apparu ici. Donc, c'est la Station spatiale internationale qu'on peut voir dans le ciel. En ce moment, le temps, il est un petit peu accéléré. Donc, on la voit un peu plus vite qu'en réalité, mais ça va quand même assez vite. Et là, elle monte dans le ciel. Donc, aujourd'hui, c'était un beau passage. Donc, elle passait quand même assez haut dans le ciel. Elle traversait le ciel. Parfois, elle reste près de l'horizon et elle va disparaître éventuellement en entrant dans l'ombre de la Terre. Donc, pouf, elle a disparu. Donc, elle disparaît non pas à l'horizon nécessairement, elle disparaît lorsque la station elle est dans l'ombre de la Terre. Donc, la lumière du Soleil ne réfléchit plus sur sa surface réfléchissante. Alors, ça, c'était ici pour notre station spatiale. Salut Myriam! Oui! Salut Maxime! Salut! On a quelques questions, puis j'ai pas eu le temps de la taper, là, mais il y en a une qui est justement par rapport à la Station spatiale internationale. Éléonore qui demande, considérant que la Station spatiale prend 90 minutes à faire le tour de la Terre, pourquoi est-ce qu'on peut la voir seulement quelques fois par jour ou par nuit au mieux? Mais en fait, ça va dépendre. Donc, oui, certes, elle tourne autour de la Terre, mais elle ne tourne pas autour exactement des mêmes régions autour de la Terre. Aussi, pour la voir, donc, il faut que nous, on soit du côté nuit pour pouvoir l'observer et qu'elle, elle soit pas trop du côté nuit. Parce que si elle est trop dans l'ombre de la Terre, eh bien, la lumière du Soleil ne va pas l'éclairer et on ne pourra pas l'observer. Donc, il faut que nous, on soit juste un petit peu dans la nuit, donc soit tôt en soirée ou tard dans la nuit, donc avant le lever du soleil. Donc, que nous, il fasse noir et qu'elle soit bien éclairée pour la voir. Je sais pas, Maxime, si tu voulais ajouter quelque chose. C'est une très bonne réponse. Juste pour comprendre, parfois ça peut être complexe comprendre pourquoi la station spatiale passe pas au-dessus des mêmes régions. Son orbite est circulaire, mais durant les 90 minutes que ça lui prend pour faire le tour de la Terre
a fait un 16e de tour durant ce temps-là. Donc, quand elle va repasser, elle va être au-dessus d'une autre région et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça qu'elle passe pas toujours au-dessus de la même région. Et on avait une autre question aussi. Question de mon fils Hugo qu'on nous écrit. Est-ce que Mercure est arc-en-ciel comme couleur? Est-ce que Mercure est arc-en-ciel comme couleur? En fait, Mercure, elle a une couleur et elle est plutôt grise, en fait, quand on la regarde. Donc, si on pouvait l'observer depuis l'espace, elle ressemble un peu à la Lune, dans sorte qu'elle est de couleur grise et pleine de trous qu'on appelle des cratères. Donc, des fois, des astres, quand ils sont bas à l'horizon, particulièrement des étoiles, elles vont sembler scintiller et changer de couleur. Et ça peut donner l'impression de changer de couleur et donc être arc-en-ciel. C'est le plus proche que je peux faire comme lien entre Mercure et arc-en-ciel. Sinon, il existe des cartes, peut-être que vous avez vu des images de certains astres comme la Lune ou Mercure en fausse couleur. Puis là, ça peut nous montrer différentes choses. Puis là, on peut utiliser un code de couleur pour représenter, par exemple, les minéraux à la surface, mais comme Myriam dit, c'est gay. Ouais. Oui, c'est ça. Si on la regarde, nous, avec nos yeux, elle va nous paraître grise. Est-ce qu'on avait d'autres questions ou on continue? Ben, il y en a d'autres, mais je pense qu'on va attendre un petit peu sur celle-là. Parfait. Donc, revenons à notre ciel étoilé ici. Donc, parfait. Alors, regardons ensemble qu'est-ce qu'on peut voir dans le ciel ces temps-ci comme constellation. Donc, moi, j'aime bien toujours commencer en pointant vers le nord, donc pour bien prendre nos repères. Donc, présentement, si vous regardez sur mon écran, donc peut-être vous pouvez reconnaître cette forme ici de casserole, donc on a le manche de la casserole, ici le fond. Donc, ici, on va représenter la constellation de la Grande Ourse. Donc, en fait, ce qu'on appelle la casserole ou le grand chaudron, c'est en fait une partie de la constellation de la Grande Ourse qui est en fait beaucoup plus grande. Donc, cette partie-là, on appelle ça un astérisme. Donc, c'est une forme qui est relativement facile à repérer dans le ciel et qui fait soit partie d'une constellation ou qui en regroupe plusieurs ensemble. Donc, on a ici notre chaudron de la Grande Ourse. Et une fois qu'on l'a trouvé dans le ciel, on peut s'en servir pour facilement repérer l'étoile polaire, qui est l'étoile qui pointe vers le nord. Alors, vous repérez ici votre grand chaudron, vous prenez la paroi du chaudron qui est opposée au manche et vous continuez le trait de la paroi vers le haut de la casserole et on arrive ici à une étoile brillante, donc l'étoile polaire, donc cette étoile qui pointe vers le nord. Donc, au fur et à mesure que la Terre, elle tourne sur elle-même, donc les étoiles vont sembler tourner dans le ciel, elles vont sembler tourner autour de l'étoile polaire, qui est la seule étoile qui ne bougera pas dans le ciel. Donc, elle est juste au-dessus du pôle nord de la Terre. Alors, une fois que vous y faites face, eh bien, vous faites face au nord. Donc, vous pouvez voir que si nous, on fait face à l'étoile polaire, eh bien, on fait face au nord et ça va nous permettre, après, de repérer les autres points cardinaux. Donc, une fois que vous savez que vous regardez vers le nord, bien, nous, on va se tourner aujourd'hui vers le ciel, vers l'est, où on va voir plusieurs constellations d'hiver, qui sont des constellations très brillantes qu'on arrive bien à reconnaître dans le ciel et qu'on peut voir même en début de soirée avant le couvre-feu. Alors, si on regarde présentement ici, donc, on peut voir un autre astérisme dans le ciel. Donc, un peu plus tôt, je vous parlais de l'astérisme de la casserole qui fait partie de la Grande Ourse. Dans le ciel d'hiver, on a l'astérisme de l'hexagone d'hiver, donc qui est un grand hexagone qui regroupe 6 étoiles appartenant à 6 constellations différentes. Donc, pour faire notre hexagone, donc on l'a ici. Alors, on a l'étoile Sirius, qui est dans la constellation du Grand Chien, l'étoile Rigel dans Orion, Aldébaran dans le Taureau, Capella dans le Cocher, Pollux dans la constellation des Gémeaux et Procyon dans le Petit Chien. Donc, pas besoin de se souvenir du nom de toutes ces étoiles-là, mais apprendre un peu à repérer ces différentes constellations dans le ciel.
à commencer par la constellation d'Orion. Je vais les effacer, puis on va les retrouver une par une. Donc, la constellation d'Orion, qui est de loin la plus facile à repérer dans le ciel d'hiver, donc on la connaît bien à cause de les 3 étoiles qui sont brillantes au centre, qu'on appelle la ceinture d'Orion. Et après, on peut réussir à tracer la forme de la constellation, la forme principale qui ressemble un peu à un sablier. Donc, la ceinture d'Orion qui serait ici le centre du sablier. Et ensuite, on peut tracer ici, donc, un sablier qui représente le corps de Orion, ce guerrier de la mythologie grecque. Une fois que vous avez repéré Orion dans le ciel, bien, vous pouvez utiliser la ceinture pour trouver 2 autres étoiles brillantes. Si vous tracez une ligne ici entre, vous reliez les étoiles de la ceinture et que vous allez vers le bas du ciel, vous arrivez à l'étoile Sirius, qui est l'étoile principale de la constellation du Grand Chien. Et Sirius, en fait, ça va être la 2e étoile la plus brillante du ciel, la première étant le Soleil. Donc, après le Soleil, Sirius, c'est l'étoile la plus brillante du ciel, ou sinon, on pourrait dire aussi que c'est l'étoile la plus brillante du ciel de nuit, puisque si le Soleil est là, par définition, ce n'est pas la nuit. Alors, on avait Sirius dans le Grand Chien, et à l'inverse, donc si on repart de notre ceinture d'Orion et qu'on relie nos étoiles vers le haut du ciel, on arrive à Aldébaran, donc l'œil du taureau. Et le taureau ici, donc on peut facilement reconnaître parce qu'on a le visage du taureau qui fait une forme de V. Donc les étoiles du V appartiennent à un amas de jeunes étoiles qu'on appelle les Hyades. Et on a dans l'épaule du taureau ici, on a les Pléiades, donc un autre amas ouvert, un amas de jeunes étoiles qu'on peut apercevoir ici, qui ressemble à une mini casserole. Alors ça, c'était dans le taureau. Donc, on a déjà une partie de notre hexagone d'hiver. Donc, si on se souvient, on a trouvé ici, donc on a la constellation d'Orion. En dessous, on a Sirius dans le Grand Chien. Et en haut, on a Aldébaran dans le taureau. Après, à côté du Grand Chien, la prochaine étoile brillante vers la gauche, ça va être l'étoile Procyon dans le Petit Chien. Donc, en fait, c'était les 2 chiens qui accompagnaient le guerrier Orion, qui sont là dans le ciel avec lui. Ensuite, vous allez avoir à côté d'Orion, donc ici, vous avez 2 étoiles brillantes qui sont presque pareilles, un peu comme des étoiles jumelles. Eh bien, en fait, ce sont les Gémeaux, donc Castor et Pollux, qui appartiennent aux Gémeaux ici. Et celle qui reste, donc en haut, on a ici, qui ressemble un peu à un autre hexagone. Donc, on a l'étoile Capella dans le Cocher. Donc, on a ici nos constellations d'hiver qu'on peut repérer dans le ciel. Alors, vous pouvez un peu vous amuser à essayer de les repérer. Et justement, ce soir, dans le ciel, donc on a la Lune qui va être à côté du taureau. Et demain, la Lune, en fait, elle va traverser le taureau, comme ça. Et elle va traverser au fur et à mesure que les jours passent notre hexagone d'hiver. Salut Myriam. Allô Maxime. Oui, nous avons quelques questions pour toi. Parlant des constellations d'hiver, il y a Sabrina qui nous demande, est-ce que le ciel d'hiver respecte le même calendrier que la saison d'hiver? Pas exactement. Je suis pas certaine exactement en fait de comment prendre votre question, mais si on pense par exemple aux saisons astronomiques versus nos saisons de météorologiques, si je peux dire comme ça. Donc, nos saisons astronomiques, l'hiver va commencer dans le coin du 21 décembre, qui n'est pas exactement tout le temps le 21 décembre. Ça commence lors d'un événement astronomique qu'on appelle le solstice d'hiver et ça se finit dans le coin du 21 mars lors de l'équinoxe de printemps. Mais comme on le sait, l'hiver peut, pour côté météo pour nous, donc le temps froid, la neige peut commencer bien avant
le 21 décembre et parfois s'étendre après au mois de mars. Donc, le ciel, il va plutôt respecter les saisons astronomiques. Mais encore là, quand je parle ici de constellations d'hiver, les constellations d'hiver, on peut les voir aussi une saison avant ou une saison après. C'est plutôt que lors de la saison hivernale, ces constellations vont être là la majeure partie de la nuit. Donc, elles vont être plus faciles à voir. Elles vont se lever tôt, comme présentement. On peut les voir juste après le lever du soleil. Au fur et à mesure que la nuit avance, ces constellations vont être hautes dans le ciel et elles vont se coucher pas mal en même temps que le soleil. Tandis que si on regarde donc une saison avant ou une saison après, les constellations d'hiver vont par exemple se lever plus tard en soirée ou elles vont se coucher relativement tôt, donc on va les voir seulement une petite partie de la nuit. Alors c'est pour ça qu'on les appelle les constellations saisonnières, comme ici les constellations d'hiver, mais on peut les voir dans d'autres saisons aussi. Donc, j'espère que ça répondait à ta question. Je n'étais pas exactement certaine de ce que tu voulais dire, alors j'ai étalé large. Oui, moi, je trouve que tu as très bien répondu. Moi aussi, le principe des constellations saisonnières m'était peu familier avant que je commence à travailler au planétarium, puis j'avais fait beaucoup d'astronomie avant. Mais ouais, c'est généralement les frontières qu'on établit entre qu'est-ce qui est une constellation d'hiver et d'automne ou de printemps, c'est un peu arbitraire aussi. Il faut en prendre et en laisser légèrement. On avait une autre question de Sonia qui souhaitait qu'on l'aide à trouver la constellation de Cassiopée. Elle a de la difficulté à la retrouver sur sa carte du ciel. Donc, on va retourner vers ton écran. Oui, on va aller retourner. Et pour trouver Cassiopée, donc Cassiopée, on va retourner vers le nord, on va retourner vers notre étoile polaire, notre grand chaudron de la Grande Ourse. Donc, on va aller un peu vers ici. Donc, il y a des journées, moi surtout l'hiver, là, je connais bien Cassiopée, mais l'hiver, on dirait que j'ai plus de misère à la trouver parce qu'on dirait que le ciel, les constellations qui sont proches de l'étoile polaire, qu'on appelle les constellations circumpolaires, celles-là, on peut tout le temps les voir dans le ciel. Donc, peu importe le moment de l'année où on observe le ciel, elles sont toujours là, contrairement, par exemple, aux constellations saisonnières, comme les constellations d'hiver. Mais pendant l'hiver, moi, je trouve que mes constellations circumpolaires, je perds un petit peu mes repères. Par exemple, ici, donc, mon grand chaudron, ben, il n'est pas orienté comme je suis habituée de le voir. Et ça va influencer comment trouver Cassiopée. Alors, je vais juste rallumer tout d'abord ici notre grand ours. Ici, on a la petite ours et on va continuer. On continue tout droit. Puis là, on va trouver la constellation de Cassiopée. Oups, j'en ai allumé une de trop. Ici, Cassiopée, qui a une forme, en fait, de W, quoique en ce moment, elle est mise autrement, on dirait plutôt un M, mais souvent, on fait référence, on dirait une forme de W. Donc, elle va être très près de l'étoile polaire. Donc, si tu veux essayer de la trouver, moi, je trouve que la façon la plus simple, c'est tout d'abord de repérer le grand chaudron de la Grande Ourse, parce que moi, c'est ce que j'arrive le plus facilement à trouver. Donc, ensuite, je fais mon petit truc. Donc, je prends la paroi opposée au manche, je trouve l'étoile polaire et je vais juste continuer un peu tout droit et je vais tomber sur quelque chose qui a l'air d'un M ou d'un W. Et c'est comme ça que je vais avoir trouvé Cassiopée. Donc, j'espère que ça va s'aider à trouver Cassiopée dans le ciel. C'est une très belle constellation à repérer. C'est une de mes préférées, moi, d'ailleurs. Une petite dernière question à laquelle je vais répondre rapidement, mais est-ce que c'est vrai que l'épée d'Orion pointe le sud? J'y avais jamais réfléchi en tant que tel, mais je crois que oui. En réalité, lorsqu'on suit la constellation d'Orion, qui est jamais très, très haute dans le ciel pour nous depuis 45 degrés de latitude dans l'hémisphère nord, il me semble que l'épée d'Orion va pas mal toujours pointer vers le sud, effectivement. On peut regarder juste présentement, là. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'épée d'Orion, c'est en dessous de la ceinture d'Orion. On a ici une région plus brillante. Donc, c'est ça ici qu'on va souvent faire référence comme l'épée d'Orion. Puis,
en ce moment, ben, je dois avouer que ça a pas mal l'air de pointer vers le sud. Tout. Alors, voilà. C'est tout pour nos questions du ciel étoilé pour le moment? Absolument. Bon, ben, alors, c'était ça pour notre ciel étoilé de ce soir. Donc, ça vous donne quelques petites choses à essayer de repérer par vous-même dans le ciel. Donc, de trouver le chaudron de la Grande Ourse, l'étoile polaire, Cassiopée aussi, et nos constellations d'hiver. Et aussi, dans les prochains jours, s'il fait beau, je vous conseille vraiment de sortir pour essayer de repérer Mercure juste après le coucher du soleil. Et parlant de Mercure, ben, je vais vous parler un peu plus de cette planète-là, donc de l'ultime destination solaire. Alors, laissez-moi partager une autre fenêtre de mon écran. Alors, donc Mercure, il faut savoir tout d'abord que c'est la planète la plus près du Soleil. Donc, si on part du Soleil et qu'on s'éloigne, donc on va croiser l'orbite de Mercure, ensuite Vénus et finalement la Terre qui est la troisième. Donc Mercure orbite environ 3 fois plus près du Soleil que la Terre. Donc, elle reçoit beaucoup plus de rayons du Soleil. Donc, depuis Mercure, le Soleil apparaît environ 3 fois plus gros que sur Terre et elle reçoit environ 7 fois plus de Soleil que notre planète. Donc, c'est pour ça un peu qu'on l'appelle l'ultime destination Soleil. Donc, c'est la planète qui reçoit le plus de Soleil du système solaire. Sauf que c'est aussi une drôle de planète, dans le sens qu'elle n'a pas d'atmosphère. Elle n'a pas de couche de gaz qui l'enveloppe. Et ça va faire qu'il y a des températures assez extrêmes sur Mercure. Mais avant d'aller voir tout ça, on va se pencher un peu plus sur son orbite. Donc, Mercure, elle tourne pas seulement près du Soleil. En fait, elle va avoir une orbite assez spéciale. Tout d'abord, Mercure, comme elle orbite près du Soleil, elle tourne assez vite autour du Soleil. Et ça fait en sorte que dans le ciel, c'est la planète qui va se déplacer le plus vite dans le ciel. Donc, d'un jour à l'autre, sa position par rapport aux étoiles va changer assez rapidement. Et c'est de là d'où vient son nom. Donc, Mercure, c'est en fait le nom d'un dieu romain. C'était le messager des dieux qui avait des ailes sur ses chaussures pour aller plus vite porter les messages. Et donc, comme c'est la planète qui se déplace le plus vite dans le ciel, c'est pour ça qu'elle a été nommée Mercure en l'honneur du dieu messager romain. Alors, son orbite, elle est assez spéciale et comme je disais avant, pardon, j'ai oublié, mais Mercure, donc c'est une petite planète. C'est pas seulement la plus près du Soleil, c'est aussi la plus petite planète du système solaire. Donc, à peine plus grosse que notre Lune. Donc ici, la taille des astres est à l'échelle, pas les distances qui les séparent, par contre, heureusement. Donc, on peut voir par rapport aux autres planètes rocheuses du système solaire et par rapport à notre Lune ici. Et même qu'il y a des lunes du système solaire qui sont plus grosses que Mercure. Donc, lors de la dernière capsule, par exemple, on parlait de Jupiter et de ses plus grosses lunes qu'on appelait les lunes galiléennes. Et entre autres, la lune Ganymède, elle est plus grosse que la planète Mercure. Donc, c'est vraiment une toute petite planète. Avec une orbite très étrange. Donc, tout d'abord, son orbite, elle n'est pas parfaitement ronde. On va dire qu'elle est excentrique, ça veut dire qu'elle est plus allongée un peu. Elle est plus ovale que ronde. Bon, ici, sur mon schéma qui est à gauche, c'est exagéré pour bien le voir, là, c'est pas à ce point-là, mais quand même. Et du fait que son orbite, elle n'est pas circulaire, elle n'est pas ronde, elle a une résonance spéciale. On dit que l'orbite de Mercure, elle est en résonance 3-2. Ce que ça veut dire, c'est que pour 3 rotations sur elle-même, elle va faire 2 révolutions. Donc, elle va faire 2 tours autour du Soleil. Donc, regardons ensemble de quoi ça a l'air. Donc, on voit ici une représentation à gauche de Mercure et présentement, on regarde que la flèche, elle pointe vers le haut. Donc, regardons combien de temps ça va lui prendre pour faire
3 rotations sur elle-même. Donc, il faut regarder comment de fois elle va... Observons tout ça. Donc, partons ici. Donc, la flèche pointe vers le haut. Donc, au fur et à mesure que Mercure tourne autour du Soleil, donc, la flèche repointe vers le haut. Donc, elle a fait une rotation. On continue. La flèche repointe vers le haut. Deuxième rotation. Et la flèche repointe vers le haut. Troisième rotation. Et tout ça a duré le temps de 2 révolutions, de 2 orbites autour du Soleil. Donc, c'est ça que ça veut dire en fait. Une révolution, c'est un tour d'une planète autour de son étoile. Donc, combien de temps est-ce que ça dure une révolution autour du Soleil pour Mercure, ou ce qu'on appelle communément dans la vie de tous les jours une année? Alors, regardons. Donc, pour faire un tour autour du Soleil, ça lui prend 88 jours terrestres. Donc, nous, notre année terrestre, est-ce que vous savez combien de temps ça prend? Ça prend 365 jours et un quart. Mais dans le cas de Mercure, ça lui prend seulement 88 jours terrestres. Je dis ici jours terrestres parce que un jour sur Terre, donc un tour de la Terre sur elle-même, c'est pas le même temps qu'un tour de Mercure sur elle-même. Donc, allons voir combien de temps ça va prendre à Mercure à faire une rotation sur elle-même, qu'on appelle aussi un jour sidéral. Donc, présentement, Mercure, si vous pouvez voir, on est revenu à notre paramètre de départ, sa flèche pointe vers le haut. Donc, on va partir, on va regarder combien de temps ça lui prend faire une rotation. Donc, ça lui prend moins d'une orbite. Ça lui prend en fait 59 jours terrestres. Donc, une rotation sur elle-même, pour Mercure, ça lui prend 59 jours terrestres. C'est quand même assez impressionnant. Et ça, j'appelle ça un jour sidéral, qui n'est pas la même chose qu'un jour solaire. En fait, un jour solaire, c'est le temps que ça prend à une planète pour faire un tour sur elle-même pour qu'elle fasse de nouveau face au Soleil, en fait. Donc, pour bien illustrer ça, regardons ici sur notre schéma de nouveau pour la dernière fois. Donc là, vous regardez, par exemple, que la flèche, elle pointe à l'opposé du Soleil. Donc, regardons combien de temps ça va prendre à ce que Mercure fasse un tour sur elle-même pour que, de nouveau, cette flèche rouge pointe à l'opposé du Soleil. On n'est toujours pas rendu. Et voilà. Donc, vous voyez que ça lui a pris 2 tours, 2 orbites autour du Soleil pour faire une rotation par rapport au Soleil, qu'on va appeler un jour solaire, et qui, dans ce cas-ci, dure 176 jours terrestres. Donc, la durée du jour et de la nuit sur Mercure, ça va prendre en fait, on va avoir une année mercurienne de jour et ensuite une année mercurienne de nuit. Donc en fait, il y a vraiment ici, là, c'est assez impressionnant pour Mercure parce qu'elle tourne tellement lentement sur elle-même qu'il y a une énorme différence entre un jour sidéral, qui est vraiment juste une rotation sur elle-même, et un jour solaire, donc une journée. Et en fait, la Terre aussi, il y a une différence entre un jour sidéral et un jour solaire. Et pour bien illustrer ça, bien, je nous ai amené nos chers petits toutous pour faire une démonstration parce que je me dis que ça vous ferait une pause de mon keynote. Alors, imaginez que vous êtes le Soleil. Attendez. Alors, ça, c'est vous, le Soleil, et on a la Terre. Donc, ce qui se passe, c'est que la Terre, non seulement elle tourne sur elle-même, mais elle tourne autour du Soleil. Donc, elle va commencer, disons, on commence et la Terre fait face par là-bas. Donc,
elle tourne sur elle-même, mais au fur et à mesure qu'elle tourne sur elle-même, elle continue à tourner autour du Soleil. Éventuellement, elle va avoir complété une orbite, donc elle refait face par là-bas, et ça lui a pris 23 heures et 56 minutes. Pas 24 heures. Alors ça, c'est un jour sidéral, donc un tour sur elle-même. Il va falloir ici ajouter un 4 minutes pour que la Terre complète son jour solaire, pour que de nouveau, elle fasse face au Soleil. Ça va être un jour solaire qui sont nos journées typiques de 24 heures. Donc, je ne sais pas si on a des questions par rapport à ça. Maxime, je te laisse me répondre pendant que je range notre Soleil. À date, il n'y a pas de questions par rapport à ça, non. On avait quelques questions par rapport à la durée de l'année et les résonances. Ça semble avoir piqué un peu la curiosité. Donc, Mercure qui est en résonance 3,2, est-ce que ça veut dire que la Terre est en résonance 365,1? Et là, j'ai répondu pas exactement, puisque la durée de l'année sur la Terre, c'est pas exactement 365 ans, c'est 365,25, 24, 25, etc. Et donc, oui, et là, une question qui suit pour ça, est-ce que c'est à cause de l'année, est-ce que c'est comme ça qu'on corrige avec l'année bissextile ce point 24-25? Eh bien, oui, à peu près. Donc, le point 25, c'est ce qu'on rajoute à tous les 4 ans, on rajoute une journée, donc on couvre un point 25, mais on doit faire des ajustements subséquents aussi à chaque siècle, et ainsi de suite. On va retrancher un petit peu de temps ou un petit peu moins de temps. Mais si on peut prendre un autre exemple de résonance, il y a par exemple la Lune qui tourne autour de la Terre. Donc, la Lune, ça va lui prendre le même temps faire donc un tour sur elle-même qu'un tour autour de la Terre. Et c'est pour ça, en fait, que c'est toujours la même face de la Lune qu'on peut voir dans le ciel. Absolument. Alors, maintenant qu'on a vu un petit peu là, donc, les orbites, l'orbite un peu spéciale de Mercure, donc la différence entre un jour solaire, un jour sidéral. Donc, voyons un peu de quoi ça a l'air dans le ciel, tout ça. Donc, on va commencer par regarder de quoi ça a l'air une demi-journée solaire, donc entre un lever et un coucher de soleil sur Terre. Donc, on commence par quelque chose qu'on est habitué de voir. Donc, Maxime, je te laisse nous partager. Parfait. Donc, on peut voir ici, donc sur Terre, le Soleil se lève d'un côté, il monte dans le ciel et il se couche de l'autre côté. Tout au long de sa course dans le ciel, il a gardé pas mal la même vitesse. Tandis que sur Mercure, regardez bien, le Soleil se lève d'un côté, semble ralentir en montant dans le ciel, semble arrêter, reculer même un tout. Il va recontinuer sa course, accélérer et finalement aller se coucher. Donc, si on compare Mercure à côté de la Terre, donc on compare, c'est pas en temps réel, donc c'est entre un lever et un coucher de soleil. Donc, sur Terre, ça dure quelques heures. Sur Mercure, ça dure plusieurs jours. Donc, on peut vraiment voir que sur Mercure, en fait, donc le mouvement du Soleil dans le ciel est assez étrange. Et ça, c'est à cause de sa rotation lente et de sa révolution relativement rapide. Donc, c'est assez s'imaginer de quoi a l'air une journée solaire sur Mercure. C'est assez différent de ce qu'on peut voir sur Terre. Donc, je vais vous repartager ici ma présentation. Maxime, je te laisse faire la technique de tout ça. Merci. Alors, donc, on a vu un peu donc, le Soleil, de quoi ça a l'air dans le ciel de Mercure. Maintenant, en fait, de quoi a l'air Mercure dans notre ciel? Donc, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, Mercure, elle n'est jamais très, très loin du Soleil dans notre ciel. En fait, Mercure, elle tourne près du Soleil et ça fait en sorte que, depuis la Terre, elle ne semble jamais bien s'en éloigner. Donc, on peut seulement la voir lorsqu'elle va sembler être relativement loin du Soleil.
Et c'est en fait, donc si on regarde ici depuis la Terre, donc au fur et à mesure que Mercure va tourner autour du Soleil, donc parfois elle va sembler être loin du Soleil, ensuite elle va sembler se rapprocher du Soleil vu dans le ciel, et ensuite elle va de nouveau sembler s'éloigner du Soleil. Donc cet angle-là, cette séparation-là apparente entre le Soleil et Mercure, on appelle ça l'élongation. Les meilleurs moments pour observer Mercure, c'est lors de son élongation maximale et quelques jours avant, quelques jours après. Donc, on peut voir ici sur le schéma de gauche, donc on est présentement ici. Mercure, dans quelques jours, elle sera à son élongation maximale. Donc, elle nous semble être plus loin du Soleil dans le ciel. Alors, c'est pourquoi on peut l'observer dans le ciel. Ensuite, elle va de nouveau sembler se rapprocher du Soleil. Et le 6 mars prochain, elle va de nouveau être à son élongation maximale, mais cette fois-ci de l'autre côté du Soleil. Et là, au lieu de pouvoir l'observer en début de soirée, on pourra l'observer le matin, juste avant le lever du Soleil. Alors ça, c'était pour l'observabilité de Vénus. Mais Vénus, il y a aussi des choses assez spéciales qui se passent à sa surface, donc en tant que planète. Donc, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, Mercure, elle n'a pas d'atmosphère. Donc, contrairement à la Terre, qui a une enveloppe de gaz qui fait, entre autres, de l'effet de serre, donc qui nous qui nous garde la chaleur, et qui nous protège aussi des impacts d'astéroïdes, bien, Mercure, elle n'a pas un bouclier qui la protège et elle n'a pas non plus cette atmosphère qui garde sa chaleur. Maxime, je t'entends un Oui. petit peu. Est-ce que ça veut dire qu'on a des questions? Je voulais juste amener, oui, une question, mais tu t'apprêtais à y répondre. Je voulais juste essayer de faire un lien avec cette question d'un de nos spectateurs qui demandait combien est-ce qu'il fait de degrés sur Mercure. Quand vous dites que c'est une destination soleil, ça doit être un petit peu plus chaud que Punta Cana. Oh oui, tu as bien raison. C'est en fait même beaucoup plus chaud qu'à Punta Cana. Donc, on s'en est exactement vers là. Donc, Mercure, en fait, du côté jour, là, il va faire très, très chaud sur Mercure. Il fait environ 400 degrés Celsius. Donc, très, très chaud. Le soleil, il frappe très, très fort. Alors, si vous êtes quelqu'un comme Maxime et moi, qui attrapons des coups de soleil comme on respire, moi, dès que je sors dehors, là, il faut que je mette de la crème solaire l'été, aller à la plage. Je mets rien en bas de quelque chose comme de la 45 ou souvent même, c'est de la 60 que je mets, par exemple, dans mon visage. Vous pouvez imaginer maintenant, si je vais aller sur Mercure, disons, il faudrait que je mette quelque chose comme de la 315 ou la crème solaire assez forte. Ça, c'est juste pour le coup de soleil. Donc, comme on a dit, il fait très chaud. En fait, donc le jour, il fait environ 430 degrés Celsius, mais comme elle n'a pas d'atmosphère, elle ne conserve pas sa chaleur. Donc, la nuit, elle va perdre toute sa chaleur et il peut faire jusqu'à moins 173 degrés Celsius du côté nuit. Donc, imaginez la différence de température entre le jour et la nuit, c'est plus que 600 degrés Celsius de différence. Donc, même si c'est une planète où il fait très chaud, c'est aussi une planète où il fait très, très froid. Une chose qui est assez spéciale, c'est que les cratères qui sont relativement près des pôles, il y a certains fonds de cratères qui sont orientés de sorte que la lumière du soleil, elle est plutôt rasante, donc elle arrive juste comme ça et elle ne va pas éclairer le fond du cratère. Donc, il y a des cratères qui sont constamment dans l'obscurité et où il fait constamment plus froid que moins 100 degrés Celsius. Donc, on retrouve même de la glace d'eau dans certains de ces cratères-là qu'on pense. Donc, pour vous donner un peu une idée, donc on peut voir ici, sur cette image-là, qui est une image de l'illumination du pôle sud de Mercure. Donc, les différentes couleurs, c'est en fait le taux d'illumination du pôle sud. Donc, lorsque c'est en noir ou en mauve ou en bleu foncé,
Donc, c'est qu'il n'y a pas d'illumination ou presque pas. Donc, on peut voir que certains cratères, plus on se rapproche du pôle sud, plus il nous semble foncé ici sur notre carte d'illumination. Donc, ça nous montre que certains cratères ne voient jamais la lumière du jour. Donc, même si c'est techniquement le jour sur Mercure, il fait quand même moins 100 degrés Celsius et plus froid encore. Donc, c'est une destination solaire, mais il faut quand même amener un bon manteau d'hiver si on veut y aller. Une autre chose aussi, c'est que, comme je l'ai mentionné, vu qu'elle n'a pas d'atmosphère, eh bien, elle n'a pas de bouclier pour se protéger des impacts de météorites. Donc, dès qu'il y a une roche qui passe par là, eh bien, elle va être attirée par Mercure et finalement heurter la surface. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve plusieurs cratères à sa surface, un peu comme la Lune, qui n'a pas vraiment d'atmosphère. Alors, c'est pour ça aussi que la Lune et Mercure se ressemblent. Donc, les deux ressemblent à des gros cailloux, une grosse boule grise couverte de trous. Mais ce qui est assez intéressant, c'est aussi que les cratères, donc les trous à la surface de Mercure, ont tous des noms particuliers. En fait, on va les nommer en fonction d'écrivains, de peintres, d'artistes célèbres. Donc, je vous ai fait une petite compilation de quelques-uns avec des noms que vous risquez peut-être de connaître. Donc, si on regarde par exemple à gauche, on a ici donc des cratères nommés en l'honneur de deux grands compositeurs de musique. Donc, le cratère Beethoven, qui est un bassin d'impact ici, et le cratère Bach. Pour les amateurs de peinture, on a le cratère Picasso et le cratère Magritte. Ceux qui préfèrent lire, on a aussi, ou le théâtre, on a le cratère Shakespeare, le cratère Neruda et le cratère Tolkien. Je me suis dit que sûrement que certaines de nos auditeurs, auditrices lisent ces livres. Et pour les plus jeunes, je m'inclus quand même là-dedans, on a aussi le cratère Disney, qui ressemble d'ailleurs à la souris Mickey Mouse de l'illustrateur animateur Walt Disney. Alors, donc, plein de cratères. Vous pouvez vous amuser à aller voir sur Google. Là, il y a vraiment une liste de tous les cratères et vous pouvez reconnaître plusieurs de vos artistes, écrivains et autres préférés. Alors, est-ce qu'on avait des questions, Maxime, sur Mercure? Oui, c'est en train d'arriver, là, tout ça. Il y en a plusieurs, j'ai pas eu le temps de toutes les écrire. On nous demande, elle s'en va où, la chaleur, si il fait chaud de jour et froid de nuit? Mais la chaleur, elle va être en fait dissipée dans l'espace. En fait, c'est juste que la chaleur, elle va pas rester, donc elle va pas rester emprisonnée. C'est vraiment ça va seulement être vraiment la radiation du soleil ici qui va faire la chaleur. Donc, dès qu'on la voit plus, la chaleur, elle est plus là. Oui, par radiation infrarouge, dans le fond, là, ça part dans l'espace et puis voilà. Lors de l'élévation de Mercure, est-ce qu'elle est plus proche de la Terre? Question de Véronica. Pas plus proche de la Terre. Ça dépend à quand dans son orbite. Donc, si je vous remontre mon schéma, laissez-moi y revenir. J'ai trop reculé, j'ai été trop hâtive. Donc, je vais juste vous repartager ça. Alors, donc, vous voyez ici, donc, on a ici la Terre en bas et Mercure au fur et à mesure de son orbite. Donc, elle est quand même plus près de la Terre que si Mercure, elle était à ce qu'on appelle sa conjonction supérieure, donc ici, vraiment à l'opposé de la Terre sur son orbite, mais elle n'est pas non plus à son plus près de la Terre, qui est ici, lorsqu'elle est à sa conjonction inférieure. Et on ne veut pas non plus qu'elle soit trop près de la Terre ici sur son orbite parce qu'on la voit en même temps que le Soleil. Donc, en fait, on ne la voit juste pas dans le ciel. On avait plusieurs autres questions. Je vais remonter à une question qui nous a été envoyée là, un petit bout déjà.
Où est-elle? Où est-elle? Ah, ben je pense que je ne l'ai pas copié, mais on se demandait s'il y avait des volcans sur Mercure. Quelqu'un nous a demandé ça. Oui, ben à ma connaissance, corrige-moi si je me trompe, Maxime, peut-être que tu connais plus ça, mais il y avait des volcans sur Mercure, mais ils sont tous éteints, donc il n'y a plus d'activité volcanique sur Mercure. Je dois t'avouer que j'en ai aucune idée pour le moment, mais une petite recherche sur Internet devrait nous éclairer un petit peu plus là-dessus. Et on a plusieurs personnes qui nous ont demandé, Jules, 6 ans, entre autres, et Mélissa Anne qui se demande est-ce que Mercure a pu déjà être habitable dans le passé, peut-être, puisque le Soleil a déjà été plus jeune, plus petit? Est-ce que ça fait du sens? Selon moi, de ce que j'ai compris, Mercure, on pense pas qu'elle a déjà été habitable parce qu'elle était quand même très près du Soleil. Elle n'a jamais vraiment pu garder une atmosphère digne de ce nom parce qu'elle est trop petite et trop près du Soleil. Donc, si elle ne peut pas garder l'atmosphère, il ne peut pas y avoir de l'eau liquide qui reste à sa surface. Et donc, il ne peut pas y avoir de la vie qui va apparaître telle qu'on la connaît ici sur la Terre. Donc, moi, à ma connaissance, c'est ça qu'on pense. Maxime, je ne sais pas si toi, tu as d'autres informations là-dessus. Non, ben effectivement, dans le passé, là, la planète aussi, lors de sa formation, était plus chaude, il y avait plus de chaleur résiduelle à l'intérieur. Mercure, qui est une planète très, très ferreuse aussi, qui contient encore plus de métaux que la Terre, plus d'éléments d'isotopes radioactifs, etc. Donc, il y a toujours fait chaud sur Mercure. Oui, on c'est se ça. le cachera pas, là, ça n'a jamais été une bonne destination pour moi et toi, Myriam. Non. Et puis, pour ce qui est des volcans, je faisais une petite recherche en même temps. Je t'écoutais d'une oreille, en tout cas, j'essayais. Et puis, il y a plusieurs traces d'anciens volcans sur Mercure. On a juste à penser, dans le temps que Mercure s'est formé par toute l'agglomération de ces blocs rocheux qui a formé une planète. Il y avait énormément de chaleur, donc c'est certain qu'il y avait de la lave qui recouvrait la surface. Est-ce qu'à un moment donné, il y a eu une période plus calme après ça où il y avait une activité géologique? Je vais poursuivre mes recherches là-dessus, mais c'est certain que en tout cas, il y a déjà de la lave qui s'est retrouvée en surface, ça c'est certain. Oui, mais malheureusement, plus maintenant. Alors, c'est pas demain la veille qu'on va voir des éruptions volcaniques sur Mercure. Est-ce on prend d'autres questions ou on continue? Je pense qu'on va poursuivre, Myriam. Parfait. Ben en fait, moi, c'était ça pour Mercure, mais avant de se quitter, on va regarder qu'est-ce qui nous attend pour les prochains jours dans le ciel. Donc, si on regarde ici, donc dans les prochains jours, donc, il y a plusieurs icônes ici que je vous ai mis. La station spatiale. Donc, comme je l'ai mentionné au début de la capsule, dans les prochains jours, on va voir au moins un passage de la station spatiale par soir, en début de soirée. Alors, je vous ai écrit quelques-unes des heures, des passages les plus impressionnants dans les prochains jours. En la réécoutant, vous pourriez faire pause si vous voulez pour les noter. Mais encore mieux, je vais vous montrer comment aller retrouver l'heure de ces passages. Alors, moi, tout ça, je vais sur le site qui s'appelle heavensabove.com. Vous pouvez le mettre en français aussi. Et avant d'utiliser, ce qui est important, c'est en haut à droite d'inscrire là où vous êtes. Donc, vous pouvez cliquer et inscrire la ville où vous êtes. Comme ça va vous donner les bonnes heures, dépendamment si vous êtes à des régions plus éloignées dans le Québec ou ailleurs. Ça peut varier de quelques minutes. Des fois, ça peut faire en sorte que vous voyez votre passage ou non. Donc, ça vaut la peine de mettre votre position géographique. Et ensuite, vous pourrez cliquer sur donc, prévision à 10 jours et Station spatiale internationale. Et vous allez avoir un beau tableau ici comme ça, avec la date, avec l'heure de lever, l'heure de culmination et la fin. Et en cliquant dessus, vous pourrez même voir une petite carte du ciel qui vous montre de quoi va avoir l'air le passage de la station spatiale dans le ciel avec les heures, comme ça. Donc, par exemple, ici, je vous montre celui donc pour Montréal le 22 janvier. Donc, demain, on va voir un beau passage qui va pas mal traverser le ciel.
Sinon, l'autre jour après aussi, on va pouvoir avoir un autre beau passage, et particulièrement le 24, elle va traverser le ciel, mais la station va être assez haute dans le ciel, donc ça va être assez brillant, très impressionnant à regarder. Et si vous avez manqué ceux-là, ben, vous pouvez continuer comme ça pour les 2 prochaines semaines environ. On peut la voir tous les jours. Donc, je vous souhaite de pouvoir l'observer. Et rappelez-vous, si ça clignote, c'est un avion, ce n'est pas la station spatiale. Sinon, comme j'ai mentionné, donc le 23 janvier, ça va être l'élongation maximale de Mercure, donc le meilleur moment pour l'observer dans le ciel. Et parlant des planètes qu'on peut observer dans le ciel, il y en a 3 qu'on peut observer ces temps-ci. Donc, on a Mercure qu'on peut voir juste après le coucher du soleil pendant environ 30 minutes. Et plus on va s'éloigner du 23, moins on va la voir. Donc, c'est vraiment dans les prochains jours qu'on peut l'observer. Sinon, Mars, ça, vous pouvez la voir dès la tombée de la nuit jusqu'à environ 1h du matin. Elle va être assez haute dans le ciel. Et d'ailleurs, aujourd'hui, elle était à côté de la Lune. Et plus les jours vont passer, donc la Lune va s'éloigner de Mars, mais elle va traverser la constellation du Taureau ici. Et finalement, là, c'est les derniers moments pour observer Vénus si vous êtes chanceux et que vous avez un horizon dégagé. Donc, on peut voir Vénus au sud-est juste avant le lever du soleil pendant quelques minutes. Et donc, c'est vraiment les derniers moments qu'on peut la voir parce que plus les jours passent et plus elle semble se rapprocher du soleil. Donc, on ne va pas la voir pendant un petit bout. Alors, c'était tout pour nos éphémérides. Donc, et en fait, bien, c'est tout pour notre capsule de Au-dessus de nos têtes d'aujourd'hui. Donc, la thématique Mercure, l'ultime destination Soleil. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés en direct ou de nous réécouter par la suite. Si on n'a pas eu le temps de répondre à vos questions, donc vous inquiétez pas, ce soir, demain et dans les prochains jours, je vais vérifier les commentaires et m'assurer que vous ayez une réponse. Merci, Maxime. Merci à toi, Myriam. Puis il y a une question à laquelle il faut répondre tout de suite. Ça ne peut pas attendre, c'est la plus importante. C'est où est-ce qu'on a trouvé nos toutous? Où est-ce qu'on a trouvé nos toutous, Maxime? Et c'est quoi ces toutous-là? Ben, ces toutous-là, ça s'appelle des Celestial Bodies. Donc, c'est quand même comique. C'est sur un site en anglais. Donc, moi, on a une collection. Tadam! Donc, ils sont vraiment très sympathiques. Vous pouvez les trouver sur Internet. Moi, je les aime beaucoup pour faire des animations. C'est pas juste pour les enfants. Moi, j'aimerais ça les garder. Alors, je vais laisser Martine ou sinon je mettrai en commentaire le lien vers nos petits toutous. Alors, merci Maxime. Merci à toi, Myriam. Merci Martine aussi, qui nous a aidé avec les questions, qui a répondu aussi aux questions pendant la diffusion en direct. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. On se revoit dans 2 semaines, même heure, 19h, en direct sur la page Facebook d'Espace pour la vie. Alors, passez une très belle soirée et bonnes observations.